Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Donc, je suis Bertrand Lamiel, directeur de la gestion de B Capital, et avec Isabelle Enos, mon adjointe. Donc, on va faire une présentation sur le stock picking. Donc, vous expliquer ce qu'il y a derrière ce mot, à quoi on l'oppose, et comment chez B Capital on travaille dans cette logique-là pour constituer des portefeuilles et les gérer dans la durée. Donc, on a de la chance, vendredi, tranquille, il fait beau, ça va durer 1 heure, la température va monter. Je vous propose de tomber la veste, enfin en tous les cas moi je vais le faire, donc sortez vos vestes si vous voulez m'accompagner. Et Isabelle va commencer l'intervention. Alors, juste pour passer les slides. Je suis pas très douée techniquement, alors excusez-moi. Alors, avant de vous expliquer, avant de partir sur ce qu'est sur la sélection par le stock picking, ce qui nous a semblé intéressant, c'était de reprendre la définition de ce qu'est réellement le stock picking, puisque on voit tous, on a tous une appréhension de ce qu'est le marché, des valeurs, des secteurs qui peuvent le composer. L'approche d'une gestion par le stock picking, c'est vraiment une sélection de valeurs où on va aller chercher les qualités propres de la société. Et où on va exclure le fait que cette société puisse appartenir à tel ou tel pays ou tel secteur. On va aller chercher les qualités propres, les qualités intrinsèques de la société et donc de la valeur derrière. Cette gestion, le stock picking, on a constaté que c'était une gestion qui était vraiment à privilégier dans certaines phases de marché, et notamment la phase qu'on vit aujourd'hui, mais plus particulièrement, on vous a pris un petit graphique pour vous montrer dans quelle phase de marché il est plus intéressant d'aller chercher des sociétés en regardant particulièrement au cas par cas. Alors, globalement, le stock picking est vraiment une gestion qui est plus performante dans les phases de retournement. Le type de marché qu'on connaît aujourd'hui, où on a connu une phase baissière pendant très longtemps, et où, même si on a déjà eu une phase de reprise, on reste encore sur un marché en retournement d'un point de vue économique. Donc, vraiment les phases de retournement que vous pouvez voir par les pics verts là sur le graphique. Et dans un deuxième cas, dans les premières phases de hausse. Ce qu'on observe dans les premières phases de hausse, c'est qu'en fait, tous les signaux ne sont pas ouverts économiquement. Donc, certains secteurs ou certaines valeurs vont beaucoup plus participer à la hausse que l'ensemble du marché. Dans les deuxièmes phases de hausse, on voit que quand les signaux sont quand tout est ouvert, globalement, le marché dans son ensemble va monter. Alors, forcément, avec des titres qui vont mieux monter que d'autres. Mais globalement, les gestions indicielles vont arriver à tirer leur épingle du jeu dans une phase de marché très positive. Donc vraiment, le stock picking est à privilégier dans ces phases de retournement ou dans cette première partie de hausse. Et c'est clairement le schéma qu'on connaît aujourd'hui. Alors, on vous a repris le graphique. Alors, on a pris l'Eurostoxx, plus particulièrement, un marché peut-être qu'on connaît un peu, qu'on connaît tous bien. Un graphique de l'Eurostoxx sur les dernières années où on a mis effectivement, on a ressorti ces grandes phases de hausse qu'on a pu connaître. Et notamment, on a pris cet indice-là puisque quand on regarde la tendance récente, ce qu'on observe, c'est qu'on est arrivé d'un point de vue technique à une progression qui pourrait passer encore un nouveau seuil psychologique. Pardon, je vais m'approcher, je vais vous le montrer, ça va être beaucoup plus simple. Donc, globalement, d'un point de vue psychologique, on a eu une très forte phase de hausse ici, mais le franchissement de ce niveau-là permet d'aller vers une nouvelle phase de progression qui sera importante. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à cet indice-là, puisque pour nous, ça reste encore un potentiel important dans les prochaines semaines. Donc ça, c'était la tendance sur l'Eurostoxx. Mais derrière cette tendance favorable, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, parallèlement à l'intérieur, vous avez des secteurs qui vont surperformer par rapport à d'autres. Et notamment dans les phases de hausse, ce qu'on observe, c'est que les secteurs plus cycliques reconnaissent des performances de très forte hausse. Et on le voit là, notamment à l'intérieur de l'Eurostoxx, le sous-secteur de tout ce qui est lié à la finance, donc l'assurance et la banque, a très fortement performé. Et à l'inverse, si on regarde secteur par rapport à secteur, donc voilà, on voit la phase de reprise que l'on a ici, avec un vrai retournement, une surperformance de la finance par rapport à l'indice lui-même.
Et si on regarde secteur par secteur, cette fois-ci, avec 2 secteurs symboliques, là, les banques, qui sont le secteur cyclique par excellence, et l'agroalimentaire, on a vu une inversion de tendance. On avait une tendance ces dernières années qui, dans un marché très difficile, montrait une surperformance des valeurs défensives, donc symbolisées par tout ce qui est agroalimentaire. Et puis on voit cette cassure au cours de l'année 2012, où là, à l'inverse, on a le secteur agroalimentaire qui... en comparaison du secteur financier, du sous-secteur des banques, a commencé à connaître une tendance un peu moins favorable. Donc on est dans un schéma global aujourd'hui où on est en reprise, on a des franchissements importants sur les indices et notamment sur l'Eurostoxx, et ça s'accompagne à l'intérieur d'une surperformance des secteurs qui vont être un peu plus cycliques. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une phase de marché qui, d'un point de vue en tous les cas technique, nous semble favorable. Si on va un petit peu plus loin et qu'on s'intéresse à l'environnement économique, ben là encore, les signaux sont positifs. Alors encore une fois, je dis positif, on a quand même connu économiquement un environnement très difficile sur les derniers mois, mais en tous les cas, les signaux qu'on connaît sur les dernières semaines sont plutôt favorables. Avec une sortie de récession en zone euro, on en a beaucoup parlé au cours de l'été. Après 6 trimestres consécutifs de récession, on repart dans le vert. Alors c'est très peu sensible pour l'instant, mais en tous les cas, c'est un bon indicateur. Au minimum, on se stabilise. La confiance, elle revient, on le voit sur les indicateurs. Et surtout, dans les pays du Sud qui ont été très malmenés par la crise actuelle, on voit vraiment qu'il y a des signaux positifs, notamment en termes de compétitivité. Aux États-Unis, ça reste bon. Le taux de chômage continue de baisser. L'immobilier continue à avoir des indicateurs l'ensemble des indicateurs est plutôt bon. On a des mises en chantier, les prix de l'immobilier, les ventes de biens neufs ou anciens repartent. Donc globalement, c'est pas l'Eldorado, c'est pas les croissances qu'on a connues il y a 4 ou 5 ans, mais en tous les cas, on est quand même sur un environnement qui s'améliore. Et c'est ce qu'on retient. Alors, une amélioration, mais on sait aujourd'hui, on a quand même en tête aujourd'hui que tous les signaux ne sont pas au vert. C'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui positif sur le marché, parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais le fait qu'on se stabilise et qu'on se reprenne de façon progressive est plutôt un bon signe. Tous les signaux ne sont pas en vert, il reste encore des catalyseurs. Le crédit. La Banque centrale européenne en parle beaucoup, mais c'est clair qu'à partir du moment où on aura de nouveau des facilités de levée de capitaux pour les entreprises, notamment dans le sud de l'Europe, ça sera un signal qui sera vraiment fort pour refinancer les entreprises et pour leur permettre de rechercher plus de croissance de bénéfices. La croissance est revenue, mais c'est surtout la consommation qui le tire. L'investissement des entreprises n'est pas encore dominant dans la croissance. Donc ça, à partir du moment où l'investissement va revenir, ce sera également une bonne nouvelle. Et puis, on se stabilise, ou en tous les cas on reprend un petit peu, mais on est sur quand même des niveaux historiquement faibles, avec un chômage qui reste très important. Juste pour la petite anecdote, sachez quand même qu'en début d'année, le niveau des immatriculations françaises était revenu à ce qu'on avait connu en base annuelle en 75. D'où l'ampleur de la crise, d'où la marge de manœuvre en termes de redémarrage qu'on aura sur la zone euro. Et un secteur manufacturier en Espagne et en Italie qui avait quasiment effacé, qui était revenu à peu près sur le niveau des années 85, des années, à peu près la moitié des années 80. Donc c'est mieux, mais on part de bas. Donc même si on a connu quand même une bonne tendance dans le marché, le chemin à parcourir reste important. Il y a beaucoup de catalyseurs qu'il faudra observer dans les prochains mois. Si on regarde la valorisation du marché, on est sur des marchés aujourd'hui qui nous semblent encore peu valorisés. Alors plus aux États-Unis qu'en Europe. On l'a vu, le marché américain a plus performé. En Europe, on a encore pas mal de chemin à parcourir. Mais globalement, d'un point de vue économique, ça commence chez nous. Donc même si on a eu une hausse ces dernières semaines, le marché reste pas cher. Et surtout, ce qu'on observe, c'est qu'on a, il y a des perspectives pour l'année 2014 qui s'améliorent, notamment en termes de croissance des bénéfices. Alors on sait que sur 2013, ça n'a été que révisé, ça pourra être encore révisé sur la fin de l'année, mais sur l'exercice 2014, les entreprises devraient connaître des croissances de bénéfices beaucoup plus importantes et obligatoirement, ça viendra accompagner les entreprises dans leur parcours boursier. Donc c'est, à notre sens, c'est intéressant de le souligner puisque ça nous montre dans quelle phase de marché on est et comment ces éléments-là seront importants dans la façon dont on va constituer nos portefeuilles. Alors,
on est en train de vous dire stabilisation de la croissance en Europe. Ça veut dire 0 plus en termes de croissance. Et le slide d'après, on vous annonce plus 10, plus 14 sur les croissances de bénéfices des entreprises. Là, vous vous dites, attends, il a loupé une étape, là, il y a un truc, ça ne marche pas. Comment ils font? C'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué, il faut le faire, mais c'est assez mathématique. Hop, non, attends, il faut avancer. Non, on recule. Hop. Voilà, si on prend le cas, on parlera de Vallourec. Hein. Elle est moins 9 aujourd'hui. Mais bon, on l'a laissé, on aurait pu l'effacer, hein, mais on l'a laissé, on en reparlera. On va se concentrer par exemple sur EADS ou L'Oréal ou Vallourec en oubliant qu'elle vient de faire moins 9. Si on prend L'Oréal, donc belle entreprise, présente partout en international, et je vends du savon. Je veux dire, voilà, ils sont présents partout, donc faire de la croissance, c'est assez compliqué, surtout qu'ils ont eu de longues années où le leitmotiv s'est fait je fais 10% de croissance de chiffre d'affaires par an. Bon, là, ils arrivent à un seuil où c'est un petit peu plus compliqué, la crise passe par là, bon, ça a fini par leur mordre un petit peu les mollets. Donc, 4,6% de croissance quand même, l'an prochain, pour L'Oréal qui est prévu. Au niveau des charges, qu'on voit ici, ils arrivent à les contenir, donc elles vont croître de 4,1%. Donc, mon chiffre d'affaires augmente de 4,6%. Mes charges augmentent de 4,1. J'ai un différentiel de 0,5. Mais sauf que sur le bénéfice, ça fait quand même une croissance de 7,6. Ça, voilà, c'est plus-moins, on compare, c'est des bas. Et donc voilà, sans avoir des effets, ce qu'on appelle les Jaws effects très, très forts, c'est-à-dire une croissance du chiffre d'affaires plus forte que la croissance des bénéfices, on arrive tout de suite à faire des croissances assez fortes en termes de bénéfices. Et si on prend un dossier comme EADS, croissance de 6,2 du chiffre d'affaires, 5,3 croissance des charges, donc une croissance du chiffre d'affaires légèrement supérieure à celle des charges. Mais comme la base de résultat net est assez faible, ça va faire une croissance du résultat net de 29%, quasiment 30%. Donc, alors que vous partez avec des croissances 6,2, 5,3, donc il y a des tout petits chiffres sur les charges et sur les bénéfices, mais il y a des effets de levier, c'est vraiment là où on voit les effets de levier sur la croissance. Alors, Vallourec, il faudra voir, parce que ça, c'est les chiffres avant le soft warning du jour, mais globalement, ils annonçaient 13% de croissance de chiffre d'affaires, 11% de croissance des charges, partant de bénéfices qui étaient assez faibles parce qu'ils avaient eu des problèmes les années antérieures. C'était 53% de croissance des bénéfices 2013 versus 2014. Donc quand on revient et qu'on dit, tiens, globalement, les entreprises vont nous sortir du 10% de croissance l'an prochain, il n'y a pas besoin de faire de très grosses croissances, il n'y a pas besoin non plus de taper fort dans les coûts. Il suffit juste de faire croître son chiffre d'affaires un peu plus vite que ses charges. Et partant de résultats qui ont quand même été abaissés ces dernières années du fait de la crise, il y a des effets de levier qui sont conséquents. Et on peut multiplier à l'envi les exemples. Il y a beaucoup de secteurs qui vont réussir à faire le même chiffre d'affaires avec moins de charges, sans couper dans les charges, juste parce qu'il va y avoir plus de linéarité sur la production. J'ai une grosse chaîne de production. J'y vois pas très clair. Je constitue un peu de stock, je vois que les commandes rentrent, hop, je paye des heures supplémentaires à mon personnel. Puis tout à coup, tout s'arrête, le carnet de commandes s'effondre, je paye du chômage partiel. Et ça recommence au 3e trimestre et ça recommence au 4e trimestre. Donc à la fin, j'ai créé 100 de production avec, je sais pas, imaginons 90 de charge. L'année d'après, si j'y vois très clair, je peux éviter de mettre mon personnel en heures sup et de le mettre le mois d'après en chômage partiel. Et donc je peux créer 100, mais au lieu de payer 90 avec les détours de charge en haut et en bas, peut-être que je peux faire 89 ou 88. Bon, ça paraît ridicule, c'est 2 d'économie. Sauf que mon résultat dans la première hypothèse, c'était 10. Dans la deuxième hypothèse, c'est 12. Et entre 10 et 12, il y a 20% d'augmentation. Et la boîte, elle a juste eu un peu plus de visibilité sur son chiffre d'affaires. Elle a évité les à-coups de production où je paye des heures sup et où le mois d'après, je paye du chômage partiel. Économie sans tailler dans les coûts. Et ça crée des effets de levier énormes sur les bénéfices. On est dans cette période-là. C'est probablement ça qu'on va connaître sur les années, sur 2014 et probablement 2015. Donc oui, dans un environnement de croissance macroéconomique pas exceptionnel, les entreprises peuvent sortir du 10% ou plus de croissance des bénéfices. Et c'est là que ça devient intéressant de faire du stock picking parce qu'il va falloir choisir celle qui avance le plus vite et qui offre les plus beaux taux de croissance au delta près du prix.
Non, tu reviens en arrière. Là. Voilà, donc Vallourec, on y reviendra tout à l'heure. Donc au regard de ce qu'on vient de dire là, donc ce qui va être vraiment important aujourd'hui, c'est de rester positionné sur les actions, vraiment avoir en tête que le chemin a commencé, mais pour nous, il n'est pas fini. Maintenant, on est dans une situation un peu différente de celle qu'on a connue sur les dernières années, puisque sur les dernières années, on avait toujours plus ou moins une marge de liquidité en portefeuille qui faisait que quand on trouvait un dossier intéressant, on l'ajoutait à notre investissement sans avoir nécessairement le besoin de faire le tour du portefeuille et de voir s'il y a des choses qui étaient un petit peu moins intéressantes. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce cas-là. Aujourd'hui, on est dans un cas de choix. On a l'obligation de choisir. Quand vous avez 100% de votre portefeuille investi et que vous trouvez des dossiers où les perspectives de croissance de bénéfices vont être effectivement plus importantes, vous êtes obligé de revisiter tout votre portefeuille et de vous demander s'il n'y a pas des dossiers à côté qui, là, pour le coup, seront peut-être pas inintéressants sur la durée, mais en tous les cas, sur le court terme, ne vous permettront pas d'avoir la même performance. Donc, on va être obligé de raisonner en performance relative et plus en performance absolue. On est obligé de se dire, peut-être que c'est bien, peut-être que ce qui devait être annoncé, c'est pas pour ce trimestre, c'est pour le trimestre d'après. Mais finalement, on ne va pas attendre et on va se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai une autre société en face qui me permettra d'avoir une rentabilité plus importante et on a la nécessité, dans ce cadre de marché, de faire les arbitrages. Et ça, je dirais que c'est un comportement d'investisseur qu'on avait moins connu ces dernières années parce qu'il y avait pas mal de liquidités en portefeuille. Donc voilà, on est plus sélectif. Donc quand on est sélectif, on est vraiment dans la phase de stock picking et on regarde où il faut aller justement. Donc les croissances de bénéfices en sont un premier exemple. Donc voilà, globalement, on a des portefeuilles pleinement investis. Donc après, le sujet, c'est comment on fait un tri. Il y a quelque chose comme 4000 valeurs en Europe. Un portefeuille, c'est 30 valeurs. Donc il faut choisir. Alors, chez B Capital, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur 3 types d'analyses. Donc le premier, c'est une approche fondamentale que vous connaissez globalement, c'est descendre les bilans, les comptes de résultats, donc pour savoir quelles sont les sociétés qui offrent le plus de croissance, qui s'endettent, se désendettent, qui sont décotées par rapport à leur valeur d'actifs net réels, donc tout ce qui est plutôt des approches comptables et financières. Et ça, on le fait sur les dossiers qu'on connaît, avec les informations qu'on reçoit de la part de différents brokers, ce qui, somme toute, limite notre univers et nous fera oublier, nous fera passer à côté de belles histoires qui pourraient arriver en Finlande, en Hollande, en Espagne ou même en France, parce qu'on ne peut pas toutes les suivre et les brokers dont on reçoit l'analyse ne suivent pas toutes les valeurs. Donc du coup, on s'appuie sur l'analyse quantitative. Donc l'analyse quantitative, c'est vraiment une logique où on broie du chiffre sous Excel. Donc on rapatrie les données qui sont fournies par des consensus type FactSet ou autres, des 3 ou 4 000 analystes qui écrivent toute la sainte journée en Europe, et donc qui nous permet d'avoir une vision plus globale du marché. C'est véritablement l'idée de monter en haut du man vigie et puis de regarder globalement où sont les courants, qu'est-ce qui se passe et pourquoi telle valeur bouge. Des fois, c'est juste parce qu'un tel ou un tel a parlé dessus et revoit ses objectifs à la hausse. Donc là, ça nous permet de regarder les dossiers qui sont révisés par les analystes et pas seulement les 2 ou 3 qu'on a et qu'on connaît bien, et quels sont les dossiers et où les secteurs qui sont en train de bénéficier d'un momentum, c'est-à-dire où on s'aperçoit que globalement, tout d'un coup, ce qu'on a vu dernièrement, pas mal de monde était en train de s'exciter sur les services aux collectivités qui avaient été délaissés pendant très longtemps. Et puis on a vu que finalement, tout le monde était en train de les réviser. Donc bon, ça c'est intéressant parce que ça nous donne des seuils d'alerte. Ça nous permet d'éviter de subir le marché. Et enfin, l'approche technique, là, c'est la lecture graphique des marchés. Donc là, on regarde quels sont les dossiers qui sont en tendance, c'est-à-dire soit ça baisse franchement, soit ça monte franchement. Quelles sont celles qui sont en train de se retourner, ça montait, puis c'est en train de baisser, ça baissait, c'est en train de monter. Quelles sont celles qui sont en train de consolider, de montrer telle ou telle figure, enfin bref. Et donc, tout ça, ça nous fait un filtre qui nous permet déjà de partir de 4000 et puis déjà de réduire notre univers pour après aller étudier de plus près celles qui sont restées dans le filtre. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on va regarder tout ce qui est extra-financier, c'est-à-dire qu'il y a des données qui ne sont pas dans le marché, qui font partie de la culture
qu'on a acquis par nos lectures, par nos rencontres, et qui font que si typiquement une société change de manager ou change de stratégie, il n'y a pas d'influence immédiate sur les chiffres. L'analyse technique vous le dit certainement pas, ça c'est sûr. L'analyse quantitative, il y a peut-être 1 ou 2 analyses qui révisent, mais bon, s'ils sont 10 sur la valeur, vous ne le voyez pas arriver. Donc ça, c'est des éléments qu'on va regarder. Donc est-ce qu'un nouveau manager est arrivé? Est-ce que d'un point de vue capitalistique, il y a eu des changements? Typiquement, si vous regardez FH d'un point de vue technique ou d'un point de vue quantitatif, ça va vous envoyer des faux signaux parce que bon, Groupama a lâché 6% du capital, la valeur a décroché. Voilà, un actionnaire a vendu ses parts parce que de toute façon, il est endetté, il n'a pas d'autre solution. Sur le reste du fonds, FH, ça n'a pas changé. Ils ne font pas moins de chiffre d'affaires, plus de chiffre d'affaires, moins de bénéfices, plus de bénéfices. Il y a un actionnaire qui est sorti rapidement, ça a appuyé sur le cours, il faut que le marché se stabilise. Si vous vous contentez de regarder des études telles que je vous ai décrites et que vous oubliez ça, vous passez complètement à côté. Alors FH, ça va, elle est à côté de chez nous, on la connaît, mais si vous êtes en train de regarder une valeur ne serait-ce qu'allemande, ça, il faut l'avoir en tête. Donc il faut aller chercher plus loin que les chiffres. Ça peut être sur le stratégique ou sur le conjoncturel. Typiquement, on s'est repositionné sur Bolloré dernièrement pour des logiques de voilà, en fait, il n'y a pas beaucoup de valeurs qui permettent de jouer la croissance africaine. Donc voilà, quand on est plutôt porteur, qu'on a un call sur l'Afrique, c'est grâce à ce type de recherche qu'on va sélectionner un peu plus les valeurs. Donc tout ça c'est très bien et ça permet d'identifier des valeurs. Mais après, bon voilà, on a un staff de valeurs et après c'est toute la différence d'avoir des bons joueurs et une bonne équipe. Il faut passer à la phase d'assemblage et c'est là que va intervenir la notion de risque et de diversification. Et on va vous montrer des exemples. Donc on a passé toute la phase étude financière au sens large du terme à travers les 3 approches. Il y a beaucoup de valeurs, et là, il faut choisir parmi celles qu'on pense être les meilleures, celles qui vont rentrer dans le portefeuille. Donc là, on s'occupe du risque de la valeur, du risque qu'elle apporte ou pas dans le portefeuille, et de son comportement relatif, c'est-à-dire à savoir est-ce qu'elle a du momentum, est-ce que c'est un leader sur le marché, c'est-à-dire est-ce que c'est une valeur qui est en train de tirer et de faire mieux que le marché, ou au contraire, est-ce que c'est pas le cas? Donc voilà l'exemple de performance relative. Donc là on a pris Bolloré et la courbe que vous voyez ici, c'est la performance relative vis-à-vis de l'Eurostoxx 50. Donc dans cette phase-là, Bolloré, elle est peut-être montée, mais elle est montée moins vite que l'Eurostoxx 50. Donc si vous faites un match, j'achète un tracker Eurostoxx 50, j'achète du Bolloré. Q3 2011, Q1 2012, il valait mieux avoir de l'Eurostoxx 50, un tracker Eurostoxx 50 que du Bolloré, puisque elle a mieux performé. Et donc, dans cette phase-là, globalement, nonobstant les petits retours, on a un dossier qui, clairement, on le voit, a surperformé le marché. Donc, a fait mieux que l'Eurostoxx 50. Et donc, comme on est vraiment sur des tendances longues, qu'on est assez tenant de la philosophie de la tendance est votre ami, globalement, vous pouvez prendre le marché sur toutes ces phases. Les tendances durent un moment et les retournements sont assez peu fréquents. On le voyait sur l'Eurostoxx en tout début de séance. Vous montrait une séance de baisse, c'est 32 mois, une séance de hausse, c'est 52 mois. Alors oui, évidemment, il y a des retours. C'est ce qui permet de travailler un peu le marché. Mais globalement, quand une tendance est établie, ça dure un peu. Et ça ne se retourne pas du jour au lendemain. Donc voilà, donc la Bolloré, elle fait partie des valeurs qu'on a sélectionnées. Et là, oui, ça nous donne envie d'acheter. Même si on arrive un peu tard, qu'elle est déjà montée. De toute façon, ça, c'est le film de la vie d'un investisseur. Vous arrivez toujours après qu'une valeur est montée ou baissée. Ça donne envie parce que là, on a un dossier qui, clairement, depuis très longtemps, tire le marché. Et si on revient après sur des lectures de recherche sur les catalyseurs, oui, on voit bien qu'en ce moment, Vincent Bolloré, qui était complètement absent de la presse, est régulièrement à la une de la presse, parce qu'un coup, c'est sur l'affaire Vivendi, parce que là, il va faire côté Blue Solution, parce qu'il y a eu des nouvelles sur Publicis Omnicom, donc par rebond, on a parlé d'Avas. Bref, on voit bien qu'il entretient savamment un momentum, et que tout ça milite pour faire en sorte que derrière, les analystes vont écrire, les investisseurs vont se réintéresser au dossier, et ça fait du flux qui permet au dossier de repartir et d'aller plus haut, sachant qu'on a des objectifs plutôt aux alentours de 500 € en première approche. Et puis, il peut y avoir d'autres dossiers sur lesquels on est positif. Sanofi, le secteur de la santé qui avait été plébiscité dans les phases difficiles de marché. Là, on voit que c'est complètement l'inverse. Depuis le début de l'année, c'est plutôt un parcours plus difficile.
Alors on a eu, c'est lié à 2 publications de résultats qui ont été décevantes. Globalement, la lecture du dossier pour nous on reste favorable. Les catalyseurs ont été maintenus. Toutes les grandes craintes qui étaient liées aux pertes de brevets, même si ça reste de toute façon partie de l'actualité de tous les groupes de santé, les grandes craintes qu'il y avait sur Sanofi s'étaient un peu estompées. Il y avait eu justement un changement de management il y a un peu plus de 2 ans qui avait été très favorable et qui avait permis au titre de se redresser de façon notoire. Et puis voilà, patatras, depuis le début de l'année, c'est l'inverse qui se produit. On a une valeur qui a eu 2 alertes sur ses résultats, qui ne remettront pas tout en cause, mais c'est des alertes ponctuelles. Il y a eu des problèmes de stockage au Brésil, il y a eu vraiment des problèmes spécifiques qui ont fait que pour l'instant, les investisseurs ne sont pas forcément négatifs. Et nous, c'est notre cas, on n'a pas vendu le dossier. Mais en tous les cas, ce n'est pas forcément le dossier qu'il faudrait acheter maintenant. Il faudra attendre qu'il y ait une confirmation dans les résultats, sans doute, pour que de nouveau le dossier suscite l'intérêt des investisseurs et surtout que ça soit un groupe qui confirme ses objectifs de résultats. Ça, ce sera un catalyseur qui sera à surveiller. Donc nous, on n'est pas inquiets pour l'instant, mais elle fait partie d'une vague un peu moins favorable sur les derniers mois et qu'on a très bien expliqué par rapport aux événements boursiers qui l'ont occupé. Donc vraiment, voilà, on a tout à fait le parcours inverse d'un Bolloré sur les derniers mois. Donc voilà, donc on passe toutes les valeurs sur cette logique-là. Et pour se dire, il faut essayer d'avoir le plus possible des valeurs qui sont en tendance et qui sont en train de tirer le marché ou qui ont arrêté de baisser. Donc comme ça pourrait être le cas de Sanofi prochainement. Et si on en a quelques-unes qui manifestement n'ont pas le vent en poupe, il ne faut pas les multiplier et il faut éviter qu'elles se retrouvent en tête de pondération du portefeuille parce que le portefeuille il avance. Sanofi, on doit être à plus 6 ou plus 7 depuis le début de l'année, plus un peu de dividendes, donc en soi c'est pas mal. Mais juste, nous, on a des clients qui sont sympas, mais qui... C'est logique, nous disent, oui, 6, 7 c'est bien, mais bon, le marché à 15, merci de faire mieux. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Donc Sanofi, on aime bien, on pense que ça vaut plutôt 90, mais à un moment donné, soit on ne va pas se ruer dessus quand on voit que manifestement, personne n'en veut, et on va faire plus de place pour des dossiers un peu plus cycliques, qui pour l'instant performent bien, quitte à un moment donné finir par revenir sur Sanofi pour cette fois-ci reprendre le train pas de la hausse, mais de la surperformance. On est dans cette phase-là. Et c'est là où le stock picking devient exigeant. Alors, surperformance vis-à-vis de l'Eurostock 50, on pourrait faire au CAC ou n'importe quoi. Mais bon, ça, c'est un premier filtre aussi qui nous aide dans la constitution du portefeuille. Et puis, on regarde aussi le niveau de risque qu'on apporte dans le portefeuille. Parce que performer, c'est bien, mais après, si c'est pour connaître le grand 8 et avoir des arrêts cardiaques à chaque fois que vous recevez votre relevé de portefeuille à la fin du mois, c'est pas tout à fait ce qu'on recherche. Donc, il faut trouver un chemin qui soit médian entre je prends des risques, mais évitons quand même de faire subir le grand 8 au portefeuille. Et donc, il y a une mesure qui s'appelle le bêta. Je pense que vous connaissez, en fait. Le bêta, c'est quoi? Voilà, donc là, il y a la variation d'un indice. Une valeur qui a un bêta supérieur à 1, en fait, elle a tendance à surréagir à la hausse, surréagir à la baisse, surréagir à la hausse, surréagir à la baisse. Donc c'est un dossier qui est plus volatile que le marché. Et inversement, un dossier qui a un bêta inférieur à 1, lui, il atténue les mouvements de marché, c'est la courbe en bleu. Donc l'indice est en noir, donc lui, il accompagne moins dans la hausse, il accompagne moins dans la baisse. À la fin, ils peuvent se retrouver avec les mêmes performances. Ce n'est pas un indicateur de performance, c'est un indicateur de risque. Donc on va regarder aussi comment est constitué notre portefeuille et donc est-ce qu'en rentrant telle valeur, on va ajouter de la capacité du portefeuille à faire des sauts de puce ou au contraire, est-ce qu'en ajoutant telle valeur, on va plutôt avoir tendance à le calmer et à éviter que d'un mois sur l'autre, il y ait des variations, des surréactions. Alors le bêta, c'est bien, mais... À la hausse et à la baisse, oui, à la hausse et à la baisse. Le bêta inférieur à 1. Alors le bêta c'est bien, donc on se dit, facile, si je suis haussier et que je pense que le marché va monter, je me précipite sur les valeurs qui ont un bêta supérieur à 1, et puis donc du coup ça va bien se comporter. Oui, mais en fait là il y a un problème. C'est-à-dire que Arcelor c'est la valeur qui a le plus gros bêta du CAC 40, et c'est le pire performeur, elle est à moins 19 depuis le début de l'année. Et EADS est une des sociétés qui a un des bêtas le plus faible du CAC 40, et elle est à plus 58-9% depuis le début de l'année. Donc en fait, il faut aller un cran plus loin. Donc comment on fait pour aller un cran plus loin? On fait le bêta boule et le bêta bear. Bon, c'est assez simple, une fois que vous avez l'animation. Là, vous avez les variations quotidiennes d'un indice, et là, vous avez les variations quotidiennes de la valeur.
Donc là, on fait une règle de régression. Donc là, voilà, on se retrouve avec une valeur qui aurait tendance à varier plus fort que le marché. Et là, on va opérer une séparation. Voilà. On va séparer les séances de hausse de l'indice et les séances de baisse de l'indice. Donc on se retrouve avec un dossier, on fait ça sur des séries plutôt de 6 mois, hein, donc des séries plus longues, mais juste pour l'exemple. Voilà, donc l'indice il a fait ça, la même journée la valeur a fait ça, et quand l'indice a baissé, la même journée la valeur a fait ça. Donc on voit que ça arrive de temps en temps qu'une valeur arrive à se détacher, à monter quand l'indice baisse ou inversement. Et donc ça permet de mesurer un bêta boule et un bêta bear. Et là ça dit, quand le marché est en hausse, comment se comporte la valeur, et quand le marché baisse, comment se comporte la valeur. Donc c'est ces filtres-là qu'on applique aussi sur nos dossiers. Et ça nous donne, page suivante, voilà. Donc ça, c'est les dossiers qu'on a sélectionnés, qu'on a dans nos portefeuilles, qu'on a pu avoir ou qu'on peut chercher à faire rentrer. Et donc on retrouve 4 catégories. Donc en haut, en vert, des dossiers qui surréagissent à la hausse et sous-réagissent à la baisse. Ça, on se dit, tiens, c'est assez sympa. Hein. J'arrive à prendre plus que la hausse et quand ça baisse, je me mets à l'abri, c'est plutôt sympa. Là, on a des dossiers extrêmement volatiles. Hein. Ça monte ou ça baisse. De toute façon, moi, je suis beaucoup plus réactif et je bouge beaucoup plus. Là, on a des dossiers qui sont dans le mauvais cadran, a priori. C'est-à-dire qu'ils sous-réagissent à la hausse, participent assez peu à la hausse. Hein, le bêta boule est inférieur à 1. Inversement, quand ça baisse, ils ont tendance à surréagir. Et là, on a des dossiers qui pépèrent. Ça monte, ça baisse. Moi, de toute façon, je bouge pas trop. Ça n'empêche pas de performer, hein, mais juste, ça permet d'éviter d'avoir des grands sauts au portefeuille. Donc quand vous prenez votre portefeuille et que vous le classez là-dedans, ça vous donne déjà une indication, c'est la première vision de se dire, ok, mon portefeuille, donc sur le carré là et le carré là, voilà, j'ai pas mal de monde, donc ça c'est pas mal. J'ai du monde ici, donc c'est plutôt sympa, parce que globalement, c'est des choses qui performent bien. Hein. Si on prend Bolloré depuis le début de l'année, ça marche bien, mais vous voyez que en fait, elle fait sa vie, elle n'est pas trop corrélée à l'indice. Publicis, ça marche très bien depuis le début de l'année. Vous voyez, on la retrouve ici. Orpea est un peu en retard, mais globalement, c'est un dossier qui est plutôt sympa. Et on retrouve ici, sans trop de surprise, hein, les dossiers très, très vifs. Donc, on retrouve les financières, on retrouve Valorec, hein, de l'automobile, donc plutôt de la grosse cyclique. Et là, globalement, c'est des dossiers qui... Il y a rarement du monde ici, c'est toujours des dossiers qui sont en transition d'un vers l'autre. Et comme on calcule sur 6 mois, c'est quand même des indicateurs qui bougent. Donc voilà, donc tout ça, ça nous permet, une fois qu'on a construit notre portefeuille, de se dire, OK, comment il va réagir et est-ce que ça me correspond ? Parce qu'en fait, le sujet, il est là, quoi. Est-ce que je veux un portefeuille qui soit risqué ou un portefeuille qui le soit moins ? Et donc, est-ce que ça correspond aussi aux anticipations que j'ai sur le marché ? Donc voilà l'idée. Par exemple, ah oui tiens, une bancaire anglaise, Barclays, à votre avis, elle est où ? Là, dans le rose ? Ouais, normalement. Non. Pareil, c'est en transition. Elle est ici. Donc finalement, c'est une financière qui n'est pas bon. Vous voyez, avec un ratio 0,99-1, elle a globalement, on va dire qu'elle a tendance à se comporter par le marché et à pas surréagir. Un dossier comme Safran, une grosse perf hein, quand même depuis le début de l'année, secteur de l'aéronautique bien orienté. À votre avis, il est où ? Bleu, j'ai entendu du bleu. Vert. Hop, il est où, Safran ? Ouais, bleu. En fait, c'est un dossier qui a une configuration assez sympa. Ça performe bien, ça surperforme l'indice. Et c'est pas très, très volatile. Donc, il n'accroche pas 100% des phases de hausse. Mais quand ça baisse trop fort, il est assez peu présent. Et globalement, quand vous tombez en dessous de 0,66 en termes de corrélation, corrélation est moins évidente à annoncer. Donc, voilà des dossiers qui arrivent à faire leur chemin. Et Silor ? Bon, pour l'instant, j'ai vert, j'ai rouge. Donc, bon, personne ne me l'annonce en orange. Hein, donc, a priori, vous l'aimez bien. C'est étonnant, hein ? Moi, intuitivement, je la voyais plutôt ici.
Mais en fait, non, Essilor, elle réagit. Bon, pour l'instant, c'est pas, enfin, la performance est bon, so-so, mais c'est un dossier, voilà. Donc tout ça, ça nous permet aussi de dépasser entre nous, quand on est en train de parler du portefeuille, mais aussi avec les clients, des logiques de non mais elle est bien, c'est une défensive. Oui, enfin bon, quand vous avez Sanofi, oui, enfin c'est défensif, c'est tout ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, quand elle enchaîne les séances où ça se passe mal, donc tout ça, ça permet de revenir sur des critères plus objectifs et de poser une discussion qui permette d'aller plus loin dans la construction des portefeuilles. Pardon ? Elle est là. Ouais. Vous voyez ? Et quelque part, on voit bien que c'est un dossier qui a du... Alors, bon, c'est pas très flagrant, mais vous voyez, ça participe quand même un tout petit peu plus à la baisse qu'à la hausse. Vous voyez, en termes d'asymétrie, alors, bon, c'est sur 6 mois. Si on avait pris une séance avant, une séance après, ça aurait pu changer les choses. Mais globalement, on voit bien que ce qu'on recherche aussi, c'est les dossiers qui ont ce qu'on appelle des asymétries assez fortes, c'est-à-dire... des dossiers comme il y a une différence assez notable entre EADS, vous voyez 0,60 à la baisse, 1 à la hausse, ça fait quasiment 40 bips de différence. Bon, bah là, il y a un comportement qui est assez marqué. Il y a un comportement qui est assez marqué. Air France, donc bah là, on est dans un dossier en retournement, en recovery. Bah oui, là, ça signifie que quand même, sur les 6 derniers mois, dès que ça se passait moins bien, notamment l'épisode syrien pendant l'été, a fait qu'Air France a tout de suite redégonflé. Ce score va évoluer. Au fur et à mesure, on va effacer les épisodes douloureux et vont apparaître un Air France où globalement, je pense qu'on va faire l'inverse. Et au fur et à mesure que la recovery va prendre corps et que les investisseurs vont y croire plus, elle sera moins présente dans les phases de baisse et inversement, ça repartira mieux dans les phases de hausse. Si on parle d'un dossier qui a été très chahuté sur les derniers mois, notamment Peugeot, qui a vraiment connu une descente aux enfers, ce genre de tableau nous permet justement à un moment donné de voir un titre qui n'est plus massacré. On a des parcours boursiers qui vont être très difficiles et Peugeot, ça a été une vraie descente aux enfers. Sauf qu'à un moment donné, sur un classement comme ça, quand on le passe en revue régulièrement, on voit à un moment un dossier qui, même dans les séances de forte baisse, finalement, a atteint un seuil que les investisseurs, le seuil, où les investisseurs ne sont plus prêts à vendre. Donc ça nous permet de voir à un moment donné, on n'est pas reparti sur une tendance qui va être une tendance haussière, mais on est sur une tendance où, en tous les cas, on peut se dire que le fond, voilà, on a peut-être atteint le fond. Donc, ça se fait sur une période de combien de temps pour apprécier un nul et un pire? C'est sur un BR. Alors, on peut le faire sur n'importe quelle période. Après avoir pas mal vasouillé sur le sujet, recherché un peu ce qui paraissait le plus cohérent, notamment vis-à-vis de notre durée d'investissement. On est parti sur 6 mois. On a fait le choix de partir sur 6 mois. Parce que si vous partez sur des périodes plus courtes, forcément vos indicateurs ils vont varier plus fortement. Mais du coup, quelle est la cohérence, quels sont les signaux, enfin quelle est la pertinence des signaux renvoyés, c'est pas énorme. Et si vous partez sur quelque chose de plus long, bah là du coup, les trous dans la route, des fois il peut y en avoir. C'est quand même un peu notre métier d'essayer d'en profiter. Là, vous ne les voyez pas ni arriver ni passer. Donc, 6 mois, c'est ce qui nous a semblé le plus cohérent pour travailler sur ce type d'indicateur. Et là, vous avez la photo instantanée, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir les photos à 6 mois, les unes à côté des autres. Et là, vous voyez comment les valeurs vont évoluer d'un niveau à un autre. Quand vous dites instantané, c'est quand même... là, on a tiré à 6 mois en glissant. Oui, tout à fait. Non, mais après, on l'a fait, on l'a ajusté à cette semaine. Mais il y a tous les... c'est glissant. Exactement. Donc on ne le fait pas tous les jours, mais globalement, une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, on fait décaler et on regarde s'il y a des choses qui bougent significativement. Là, on a mis les virgules, mais des choses qui s'écartent significativement. Vous avez pris les valeurs qui ne dépassent pas on a pris les valeurs en fait tout simplement qu'on suivait nous aujourd'hui.
Et l'intérêt, alors dans le classement qu'on a aujourd'hui, c'est justement par rapport à au premier filtre qu'on va avoir, c'est de voir comment ils vont se positionner. Et en ayant ce type de lecture, on pourrait constater à un moment donné qu'on a la moitié de notre portefeuille là ou la moitié plus haut. Et là, ça nous donnerait un indicateur qu'on n'aurait pas forcément perçu au premier abord, de nous dire on a peut-être trop de valeurs qui surréagissent à la baisse et qui ne vont pas accompagner les hausses. Ça nous permet d'avoir une lecture supplémentaire à côté de toutes celles qu'on vous a exposées, mais cette fois-ci en termes de risque, et comme disait Bertrand, pas en termes de performance, en termes de risque, mais de bien être conscient de ce qu'on va embarquer comme type de volatilité dans notre portefeuille. On sait qu'en tant qu'investisseur, on a quand même un certain nombre de filtres. On parlait tout à l'heure de la première, notamment sur Essilor, la première lecture qu'on peut avoir sur une valeur qui va être très défensive, qui va accompagner le marché, mais plutôt sur les phases très favorables, beaucoup moins sur les phases de baisse. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas le cas. On a quand même, en tant qu'investisseur, beaucoup de filtres. Ils vont nous aider dans la façon dont on peut appréhender le marché, mais maintenant, il faut avoir du recul par rapport à ça, essayer d'avoir des grilles de lecture qui vont nous permettre de retirer ce biais investisseur qu'on aura sur certains dossiers et moins sur d'autres. Oui, mais attendez, en ce moment, le CAC 40 est à la hausse. Oui. Alors donc, est-ce que les indices restent encore valables ? Complètement, parce que tout n'est pas à la hausse de la même façon. Vous avez ce qu'on disait, vous avez un marché à la hausse. Oui, parce que c'est à la hausse, mais il y a quand même des séances de baisse où il fait du moins 1,5, ça arrive encore assez régulièrement. Donc oui, sur la tendance moyen terme, oui, clairement, on est à la hausse et on pense que ça peut aller plus loin. Maintenant, à un moment donné, ça peut caler et 4002, on pourrait revoir 4000, ce ne serait pas grave en soi. Mais voilà, c'est là où on va voir la capacité d'un portefeuille justement à atténuer les chocs. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet, c'est vraiment d'éviter de prendre quand même des trop gros chocs. Parce que si vous prenez vraiment un trop gros choc, la première chose à faire qui peut vous arriver, c'est de vous dire j'arrête, et là vous vendez tout en bas et vous ne voyez pas la remontée. Donc, mais même sans aller sur des chocs extrêmes, l'idée c'est quand même de limiter la volatilité, et plus votre capital est important, si vous faites 10% avec un portefeuille qui vaut 100, vous avez gagné 10. Si votre portefeuille il vaut plus que 75 et vous gagnez 10%, vous gagnez que 7,5. Donc il vaut mieux quand même essayer de garder la base de capital élevée. Après, ça dépend de la vision qu'on a sur les marchés. Donc tout ça, voilà, ça nous permet encore une fois de se dire, on prend du risque. Mais regardez, typiquement, madame, EADS, qui est la meilleure performance de l'année, Bull 1, BER 0,61, c'est-à-dire que globalement, EADS, ce qu'elle a fait, c'est que surtout, elle n'a pas trop baissé. Elle est montée gentiment, elle n'a pas fait des éclats, mais c'est surtout qu'elle n'a jamais baissé. Et ça lui permet de faire quasiment 60% depuis le début de l'année. Et inversement, des dossiers, on vous disait les financières, nous on est persuadés que les financières, il faut en avoir, c'est les dossiers qui vont tirer la performance des indices. Si vous prenez BNP a est pas mal depuis le début de l'année, mais regardez 1,51, 1,32, donc oui, c'est très réactif, ça réagit quand même 50% plus vite que le CAC qui est 30% à la baisse, mais elle n'est pas en premier. C'est pas elle qui est dans le top 3 du CAC 40 en termes de performance depuis le début de l'année. AXA a connu un beau parcours, une belle accélération pendant l'été, avec 1,36 à 1,21. Donc oui, c'est vif, mais on peut performer sans forcément prendre de risques. Donc nous, on n'est pas à vouloir prendre du risque ou à pas vouloir en prendre. On est en train d'essayer de sortir le mieux, trouver un équilibre pour performer avec un risque qui nous convienne. Des moments, on prendra plus de risques, des moments moins. Là, on est prêt à en prendre plus. Et sur certains dossiers, justement, sur certains dossiers comme Air France, on va accepter d'en prendre plus. On sait que on est dans une phase de recovery et là, on doit accepter d'en prendre plus. Mais quand vous acceptez d'en prendre plus sur un ou deux dossiers, même si le scénario est beaucoup plus long, effectivement, ça créera moins de volatilité sur le portefeuille global. Et là, vous accepterez plus de patienter le moment où il y aura la recovery sera payante. Mais si vous constituez uniquement votre portefeuille que de dossiers comme ça et que vous n'arrivez pas à avoir une lecture globale à un moment donné, malheureusement, il peut y avoir des périodes très difficiles où on peut être tenté de solder ses titres. Quand vous en avez quelques-uns qui composent un portefeuille, à un moment donné, ils vont payer, mais ils vont moins vous impacter, entre guillemets, le moral, la valorisation du portefeuille dans cet intermédiaire, et vous accepterez de le porter sur la durée. Donc c'est le cas typique d'Air France, et précédemment, c'était le cas typique de Peugeot. Pardon ? Air Liquide. Oui. On peut vivre sans. Hein. Ouais. On peut vivre sans. On peut vivre avec aussi. Mais... Il est là justement le filtre.
Ça, c'est en l'occurrence, ça peut être un bon dossier à un moment. En l'occurrence, bon voilà, Air Liquide, on est d'accord, c'est bien géré, enfin tout ce que vous voulez. Juste cette année, si vous voulez être dans le rang, voilà, il fallait pas l'avoir en premier rang dans le portefeuille. Non, on l'a sorti. Je l'ai pas regardé depuis récemment, mais sur la première partie de l'année, on était plutôt sur la première partie, la deuxième. Alors, ouais, Mais ça doit on arrive bientôt aux questions parce qu'il reste 2 slides, donc si vous voilà. Donc globalement, là on regarde le côté sectoriel. Alors on n'est pas sectoriel pour sectoriel, mais ça permet juste de se dire tiens, qu'est-ce qui est en train de bouger. Toujours ce principe de je monte très haut et je regarde ce qui est en train de se passer. Donc globalement, on s'aperçoit que voilà, ça c'est des secteurs qui manifestement ont le vent en poupe, sont entourés d'attention de la part des investisseurs. Ça c'est bien mais pas exceptionnel, et ça connaît depuis le service aux collectivités, ça fait très longtemps que ça se passe mal. Alors à l'exception d'une française type Veolia, EDF, mais si vous regardez E.ON et RWE, c'est plus compliqué. Donc l'immobilier, c'est pas exceptionnel. La santé s'est retournée, donc il y a des dossiers qui se comportent bien dans la santé. Je ne veux pas dire qu'on rejette tout. Mais on le voit, des gros comme Sanofi ou Roche, vous n'êtes pas à faire de la performance. Donc ça permet globalement d'avoir une vision un peu plus large du marché et surtout, et des portefeuilles. Voir l'évolution, parce que si vous regardez en détail, si vous regardez des secteurs comme les grandes consommations d'assurance, il y a 4 mois, c'était des secteurs qui faisaient partie des leaders. Et là, sur les dernières semaines, c'est des secteurs qui ont globalement glissé, où on voit qu'effectivement, si on veut chercher la performance, ils ont déjà, entre guillemets, pas mal donné, et ils ont un comportement beaucoup plus neutre. Et à l'inverse, le secteur de télécom a été très très longtemps ici, et on voit que ça bouge beaucoup aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de restructuration, et dans le comportement des titres, notamment sur les titres de la zone euro, on voit le comportement qui a... Pardon. On voit le comportement des télécoms qui a, avec tous les restructurations en cours et toute l'actualité, qui a glissé vers le haut. Ça permet de détecter, parce que clairement, un investisseur qui a voulu faire des télécoms sur les 10 dernières années, il a été échaudé, et c'est compliqué à un moment donné de se dire peut-être qu'aujourd'hui, c'est de nouveau l'heure des télécoms. Donc, je ne réponds pas à la question en disant ça, mais ça montre qu'il y a quand même un comportement qui s'est modifié et qu'il faut aller regarder de plus près. Ça nous aide aussi dans les pondérations au sens large du terme. Quand on voit que voilà, l'assurance qu'on aimait bien, on avait plusieurs dossiers en portefeuille, on voit que manifestement ça tire moins, les performances relatives sont moins bonnes, on voit que ça dégrade. C'est aussi l'occasion de revisiter son portefeuille en se disant c'est très bien, on a toujours une vision fondamentale positive, maintenant j'ai besoin de place. C'est peut-être là qu'il va falloir que j'aille chercher soit à prendre des bénéfices sur quelques lignes, soit à m'en séparer d'une qui reste très bien, sur lequel je reste, pour essayer d'en rentrer une qui soit un petit peu plus dynamique. On est vraiment dans ce type de marché. Et tout ça, tout ce qu'on vous montre, ce sont des outils qui nous aident dans nos prises de décision pour aller plus loin que la simple gestion absolue. J'aime bien ce titre et dans la durée, ça a toujours globalement bien marché. Et de se dire, oui, certes, mais pour 2013, si je veux performer et essayer de faire mieux, à un moment donné, il faut faire des choix drastiques qui consistent aussi à un moment donné. Après, l'avenir nous dira si on a tort ou on a raison, mais à se séparer d'un titre pour se focaliser sur d'autres en espérant que ça se passe mieux. Et donc, un moyen de regarder le portefeuille, ça peut être ça. Donc là, on a mis les valeurs de consommation, d'industrie, de finance et retournement situation spéciale. On aurait pu appeler ça assez peu cyclique, beaucoup plus cyclique. La finance, c'est quand même devenu un secteur à part parce que il a quand même été, pas coulé, mais bien touché. Et les retournements situation spéciale, là qu'il faut vraiment analyser. On ne peut pas prendre une société de la construction et la comparer à une autre quand on regarde FH qui est en retournement. Et puis là, on regarde trois autres axes. Des dossiers en tendance. Donc ça, c'est des dossiers qui sont révisés à la hausse par l'ensemble des analystes. Donc les analystes, à chaque fois qu'ils écrivent, ils sont en train de dire « ce sera mieux que ce que j'avais écrit précédemment ». C'est souvent des dossiers qui ont dépassé leur plus haut de 2007. 2007, 7000 sur le CAC, 4002, 4100 ce soir. Ils sont plus hauts. Ces dossiers-là, ils sont plus hauts. Ils ont déjà dépassé leur niveau 6000. Donc clairement, c'est des dossiers qui sont en tendance. Là, on retrouve des dossiers qu'on appelle dans les starting blocks, c'est-à-dire que
Ça commence à réviser à la hausse, on commence à se réintéresser à ces dossiers, les investisseurs sont prêts à prendre du risque sur ces dossiers. On est toujours sur des niveaux inférieurs à 2007, donc c'est un redémarrage, un redémarrage moins rapide. Il peut y avoir des potentiels très importants sur ce type de titres qui justement peuvent à un moment donné connaître des phases d'accélération. Et puis là, c'est des dossiers plutôt du type contrariant. C'est-à-dire c'est des dossiers qu'on allait chercher où l'analyse fondamentale nous dit oui, effectivement, c'est en train de s'améliorer. Ça va aller mieux, mais ça ne transparaît pas dans les chiffres. C'est juste globalement le discours du management plus d'autres sources qui nous font dire que. Les analyses sont encore pas en train de réviser à la hausse. Techniquement parlant, souvent c'est moyen, c'est encore dans des configurations baissières. Souvent, ça s'accompagne de gros niveaux de volatilité. Pour autant, il y a peu de temps dans nos présentations, ici on avait Peugeot qui valait à l'époque 6, qui était là, qu'on avait détecté en se disant c'est pas possible, on la paye moins cher qu'en 2003-2004 dans les derniers cycles de baisse. Il y a une erreur sur la valorisation et donc effectivement au bout d'un moment ça a pris, elle a repris de l'altitude et donc on a doublé le dossier a doublé entre temps. Et ça c'est les dossiers sur lesquels on accepte de prendre du risque, mais pour des exigences de performance qui sont plus importantes. Si on prend plus de risques, on va être mieux rémunéré. Donc typiquement sur Air France. La voir revenir sur des niveaux de 10-12, voilà, serait pas fou en soi. C'est un dossier qui est en perte depuis 6 ans, donc le simple fait de faire revenir des bénéfices fait que mathématiquement vous améliorez un maximum de ratio. Oui, situation spéciale, c'est-à-dire que on voit bien que managériellement parlant, ça risque de bouger, qu'ils sont en train de dire on va vendre, ils ont commencé à vendre des actifs. Et donc, si vous analysez juste Vivendi en disant globalement c'est du SFR, de l'Activision, des choses comme ça, et que vous tirez ça sur 2 ou 3 ans, le risque c'est de se tromper. C'est de se dire parce que peut-être que dans 2 ans, Activision sera plus là, ou un tel ou tel dossier. Donc, il faut regarder ça différemment et faire un peu de la... Oui, accepter de faire un peu de finance-fiction. Il va probablement se passer une session et ceci et cela. S'il y a ça, je rembourse de la dette et du coup, comment ça se valorise. Il faut aller plus loin qu'une lecture de se dire, voilà, les éléments qu'on a aujourd'hui seront probablement pas les mêmes demain. Donc, il faut accepter de dépasser le cadre qu'on connaît. Et une autre solution pour regarder son portefeuille un peu plus ludique. Ah, ouais. J'ai été trop vite. Voilà. Ah oui, carrément, il vogue. Ah oui. Ah oui. Il coule pas, hein? Non. Non, pas encore. Voilà. C'est le drapeau, les voiles. Donc, c'est de se dire, voilà, sur les parties des grosses voiles, on a des dossiers qu'on retrouvait dans les secteurs bleus, donc assez peu volatiles, ce qui ne les empêche pas d'avancer et de performer. Et puis, de temps en temps, il faut savoir sortir, je crois que c'est le phoque ou le petit phoque. Voilà, en se disant voilà, là on peut vraiment toutes sortir les voiles et voire accepter de sortir des voiles qu'on sort pas forcément souvent parce qu'on pense que ça va aller dans l'amélioration. Et l'image est assez sympa, mais l'idée c'est de te dire oui, et si ça se passe mal, voilà, c'est que ça qui est en danger. Voilà, si jamais ça doit être compliqué, c'est cette partie-là qui est en danger. Donc j'arrête, j'affale et je repars sur autre chose, mais j'aurai toujours a priori ces choses-là qui devraient continuer à avancer. Et donc le stock picking, quand vous êtes sur un portefeuille qui est complètement investi, c'est vraiment ça, cette logique, c'est de se dire est-ce que là finalement je pourrais pas essayer de là c'est très bien, mais j'en enlève une, j'en ai détecté une qui peut être un peu plus vive et je la mets ici. Donc c'est vraiment cette logique-là. C'est une course de relais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir abandonner une valeur qui peut-être va encore gagner 10% parce que vous allez en sélectionner une pour laquelle, sur le même horizon de temps, vous pensez en gagner 15 ou 20. Et après, à Dieu va, on voit ce que ça donne. Vous voyez mais avec tous les outils qu'on a, ça permet quand même de suivre et au bout d'un moment de faire des choix. Donc il faut avoir un cap, avoir une vision sur le marché, sur les secteurs, les valeurs. Typiquement pour Vallourec, là, on s'est fait prendre à froid aujourd'hui par une déclaration du dirigeant qui est aux antipodes de ce qu'il prêchait encore il y a 15 jours dans un journal des finances ou je ne sais pas trop quoi.
Bon, donc on va revisiter le dossier, on va regarder globalement comment ça se passe. Mais si vous êtes juste là sans trop connaître et sans... vous allez avoir un comportement qui est soit super, moins neuf, chic, j'y vais, et j'espère que ça va rebondir. Donc il y a plutôt un comportement trader. Si vous mettez des stop-loss, des coupes... ça peut le faire, ou c'est de se dire oh là là mince, allez tout fout le camp, c'est la 3e fois qu'il nous fait le coup, vous coupez. Donc bon, le risque c'est d'avoir des comportements extrêmes. Voilà, donc nous on pense qu'on est dans une phase où le stock picking doit permettre de faire la différence. On n'est pas encore dans une phase ce qu'on appelle le cœur de tendance où tout va monter et là faire la différence avec une gestion indicielle sera un peu moins évident. C'est le moment des questions. Tout à l'heure, vous avez parlé de BNP, votre maison mère. Oui. Si on la compare à Société Générale, c'est une recovery, Société Générale. Donc, elle a baissé plus, elle devrait augmenter. Ça augmente, un potentiel d'augmentation supérieur. Si vous estimez que les groupes tels qu'ils étaient constitués en 2007 seront les mêmes aujourd'hui. Et c'est la grande différence sur le secteur financier et notamment sur le secteur bancaire, parce qu'il y a eu beaucoup de restructurations dans les groupes, pas mal d'activités qui ont été sorties pour des raisons réglementaires et pour plein d'autres motifs. Mais c'est vrai que, oui, effectivement, il y a eu des dossiers qui ont été plus attaqués que d'autres. Je pense que si on regarde le secteur bancaire dans son ensemble, on a eu toute une phase de recovery, mais qui a été... une phase de retournement sur un secteur qui avait été complètement massacré et sur lequel on a été rassuré à un moment donné, on a accepté de revenir le payer. Maintenant, on va être dans une phase qui va être une phase différente. On va être dans une phase sur ce secteur-là, on va s'attaquer de nouveau à la question de la valorisation et on va aller regarder les dossiers individuellement pour voir lesquels arrivent à délivrer de façon récurrente des résultats et lesquels auront moins vendu. Donc vous avez raison, il y a eu beaucoup plus de massacres sur un dossier comme Société Générale. Maintenant, je pense qu'on est dans une phase où il faudra vraiment revisiter tous les dossiers et regarder sur la façon, les choix qui ont été faits dans les restructurations pour voir comment ça porte ses fruits pour les étapes à venir. Et je pense que c'est les mois à venir qui vont être intéressants sur le secteur. À ce jour, quelle est la première capitalisation du CAC 40 ? Total ou Sanofi ? Pour moi, c'était Total sur les derniers jours. Avec la baisse des derniers jours, Total a dû repasser devant. Oui. Sanofi était devenu numéro 1 et avec la baisse de Sanofi, Total... on réapprécie le pétrole ces jours-ci. Mais elle n'a pas eu un parcours exceptionnel ces dernières années. Oui, c'est ça. Pour répondre au monsieur, là, je voulais dire qu'il y a un Jérôme Kerviel à la Générale, mais pas à la BNP. Voilà, ça change aussi. Votre discours est intéressant, mais ça m'inquiète. Parce que tout ce que vous dites, vous voulez montrer qu'un particulier ne peut pas gérer. Non, ce n'était pas le but de ma démonstration, monsieur. On est bien. Vous dites l'analyse fondamentale. Il y a peu de gens qui pourraient aller... Non, c'est évident que de toute façon, voilà, de la même manière qu'un garagiste fera toujours mieux une vidange que moi si je veux m'y coller, il le fera plus vite et je suis plus en sécurité à lui confier. Oui, pour autant, je bricole un peu sur ma voiture. Enfin, j'arrive à faire des choses sur ma voiture qui ne sont pas dénuées de sens. Il faut juste le faire différemment. Une trentaine d'années et je n'ai pas besoin de ces choses aussi compliquées parce que c'est quand même très compliqué. Si vous voulez faire le bêta plus moins là. Imaginez-vous un particulier qui suive ça pendant 6 mois et qui compile tous les jours les trucs pour faire son bêta. Non, c'est pas possible. Ces données, les données de variation quotidienne, c'est des données que certains sites vous donnent et après, bon, il faut faut travailler un peu avec Excel. Je vous l'accorde, il y a beaucoup d'éléments où, de manière classique, un professionnel a plus d'outils qu'un particulier. Ça, c'est sûr. Maintenant, un particulier peut complètement travailler son portefeuille lui-même s'il ne veut pas en déléguer la gestion. C'est ce qu'on fait chez nous avec la gestion conseillée. Vous avez accès dans la salle des marchés chez nous à un conseiller qui va lui vous fournir des informations, qui va vous faire partager toute l'analyse qu'on a pu avoir en interne. Et après, vous décidez ou pas de suivre les conseils qu'il va vous donner. Donc vous avez cette capacité, cette information, ces analyses, elles existent chez nous. Elles font partie de ce qu'on délivre à nos clients. Et après, ils font ou ils font pas en fonction de ce qu'on donne. On ne prétend pas avoir la science absolue. On a juste des outils qui nous permettent, a priori, d'avoir plus d'angles d'analyse. Ça nous semble assez souvent pertinent.
Et après, c'est des choses qu'on partage avec nos clients et qui, eux aussi, nous apportent des sources d'informations. Oui, c'est très compliqué, mais heureusement, maintenant, il y a des sources d'informations qui sont très vastes. Avec Internet, avec la télévision, BFM, tout ça, vous avez accès. Oui, alors c'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, l'info, il y en a trop. Oui, et à chaque crée, fois... non, mais ça crée du bruit. Non, mais c'est clair, c'est qu'au bout d'un moment, il faut faire le tri entre ce qui est impactant sur la valeur, ce qui est du bruit, ce qui est... Absolument, c'est le tri qui est très difficile à faire. L'information, vous avez Et raison. c'est pour ça non plus que je ne suis pas d'accord avec vous pour faire des analyses sur le passé. Parce que c'est le futur qu'il faut essayer d'appréhender. Parce que n'importe qui peut faire des statistiques sur le passé. Mais oui, par exemple, maintenant, tous les spécialistes, personne ne sait ce que ça va donner quand la fête va arrêter son cuivre. Personne ne sait. Hein. Celui qui va dire, c'est un menteur. Mais à ce moment-là, vous construisez ce qu'on appelle un scénario. C'est-à-dire, vous dites, voilà, il nous semble qu'ils vont couper, que globalement, il risque de se passer ça et ça et ça, donc je mets mon portefeuille comme ça. Donc ça, c'est mon plan A. Si ça se passe mal, c'est quoi mon plan B ? Donc voilà, donc en fait, toute la logique de construction du portefeuille avec les niveaux de risque et autres, quelque part, un peu plus haut, c'est vrai, on n'en a pas parlé, il y a quand même un scénario de marché, et de se dire, voilà, si ma sensibilité, elle est où ? Si j'achète des assureurs, ma sensibilité, elle est plutôt sur les taux longs, donc je regarde. Si j'achète des dossiers connotation très Europe, il faut que je regarde ce qui se passe en Europe du Sud, Italie, Espagne, parce que c'est ça qui va globalement l'emporter et faire bouger les dossiers. Inversement, chez des dossiers qui sont plus États-Unis, Italie, Espagne, ça fera du bruit, mais ce qu'il faut que je regarde, c'est la confirmation de le retour de la croissance aux États-Unis. Donc, c'est un métier, il faut y passer du temps. Même un particulier qui veut faire ça, il faut qu'il puisse y consacrer du temps. Monsieur. Attendez, je crois qu'il y a un monsieur qui, excusez-moi, qui attendait un petit moment la question. Dans votre tableau sur les surpondérations à la baisse ou à la hausse, on ne pourrait pas le revoir, le tableau ? Ah oui, oui. C'est la performance relative à l'Eurostoxx, c'est ça ? Celle-ci ou... Non, avant. Avant. Voilà, oui, c'est ça, oui. Voilà, non, avant encore. Vous y étiez avant. Revenez en arrière. Là. Non, avant. Non, c'est pas celui-là. Ah, pardon. Oui, en fait, je voulais dire ça, si vous voulez. Voilà, ici, là. Ah, le bêta, non, c'était le bêta. Oui. Quand vous dites qu'il y a une tendance à la hausse et vous faites une courbe, vous dites que vous la comparez par rapport à une tendance à la baisse. Et vous dites que c'est un produit qui va surpondérer à la hausse et surdiminuer à la baisse. Mais vous les prenez sur les mêmes périodes, les chiffres de hausse et de baisse ? En général, on est sur 6 mois. Donc oui, mais sur 6 mois, supposez par exemple que pour 6 mois, vous ayez une tendance à la hausse. Oui. Et très peu de baisse, c'est-à-dire un produit qui n'est pas très volatile. Et quelle opinion vous pouvez avoir ? Ah non, mais on est bien d'accord. Hein. Le bêta, c'est pas une donnée qu'on appelle pure. C'est-à-dire que ça veut dire que derrière un bêta, on a 6 mois de données, on a des marchés qui montent, des marchés qui baissent, et pendant que le marché monte ou pendant que le marché baisse, il y a le comportement de la valeur qui va amplifier un peu ou beaucoup. Donc tout ça, c'est une compilation de données. Donc quand on arrive à la fin, on a un indicateur qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que ce même indicateur, dans le temps, il va évoluer en fonction du fait que le marché, même s'il continue à monter, il peut monter de manière plus erratique. Et donc, du coup, il y a des valeurs qui peuvent ne pas suivre et continuer à bien se comporter, et d'autres qui vont capoter. Vous êtes d'accord pour dire que c'est valable pour des produits très volatiles, mais pas des produits avec des tendances un peu affirmées sur 6 mois ? S'il y a une tendance affirmée sur 6 mois d'un dossier qui se comporte gentiment, tranquillement et qui fait son petit bonhomme de chemin, il aura un bêta globalement inférieur à 1 sur bêta boule et sur le bêta bear. Ça n'empêche pas de performer. Hein. C'est l'exemple de Safran. Safran, il y a combien de performances sur 6 mois ? On doit être à la louche 30% de performance sur 6 mois. Il y a une valeur qui est prise sur 1 mois et l'autre qui est prise sur 6 mois. Non, on est toujours sur 6 mois. On est toujours sur 6 mois. On est toujours sur 6 mois. Oui, mais s'il n'a pas baissé pendant ces 6 mois, par exemple. En fait, c'est pas une histoire de baisser ou pas baisser. Il faut vraiment que. On ne s'applique pas, c'est tout. Si. Vous avez un bêta égal 1 Si dans les séances de baisse,
la valeur fait 0 ou ne baisse pas, vous pouvez avoir des bêtas négatifs ou des bêtas égales à 0, 0 corrélation. C'est rare, hein, le bêta négatif, je vous le concède, c'est rare. Hein. Un dossier qui arrive à monter quand le marché baisse pendant 6 mois, des musclés comme ça, il y en a rarement. Mais bon, mais pour autant, il y en a qui, statistiquement, ça peut arriver. Faiblement, mais ça peut arriver. Sur 6 mois, puis qu'il a baissé que pendant un mois. Vous comparez un chiffre de 6 mois avec un chiffre d'un mois. Non, c'est la même valeur. On prend les périodes sur 6 mois, on décale les périodes de hausse, on décale les périodes de baisse et on fait nos calculs. Ce qui peut changer, c'est que de 6 mois à 6 mois, il peut y avoir plus de séances de hausse ou moins de séances de hausse. Un marché qui monte, c'est globalement 70% de séances de hausse et 30% de séances de baisse. Un mauvais marché, c'est plutôt 40% de séances de hausse et 60% de séances de baisse. Donc ça, c'est sûr, ça monte et ça descend. Mais après, il y a l'ampleur. Je monte et je descends. Et donc, ça peut descendre de 2 ou ça peut descendre de 0,5. Ça peut monter de 0,5 ou monter de 2. Donc, il faut faire attention quand on est sur ces chiffres-là. C'est ce que je vous disais sur les chiffres après la virgule. Il ne faut pas aller interpréter des trucs après la virgule. On est plutôt en train de regarder des dynamiques, des cinématiques. Hein. Oui, monsieur. Oui, je voulais vous demander comment avez-vous fait évoluer l'action Alcatel selon vos critères durant les 6 derniers mois? Parce qu'il y a quand même eu un retournement de tendance. Est-ce que vous avez fait évoluer votre évaluation? Enfin, comment est-ce que vous avez opéré sur ce qui est vraiment un cas typique? On est resté à l'écart. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Une surpondération Non, d'après votre ça commence comme ça, fondamentalement parlant. Je suis incapable de vous en parler 30 secondes. Je suis incapable de vous comprendre ce qu'ils font. Donc ça commence mal. Bon, heureusement, j'ai d'autres collègues qui savent le faire. Après, il y a des niveaux de volatilité qui sont extrêmement élevés. Et donc, du coup, c'est les dossiers qu'on a plutôt tendance... Enfin, en gestion, on est resté à l'écart. Des dossiers qu'on a plutôt tendance à travailler version conseil à l'appui de l'analyse technique. Le forum de Alcatel, dès qu'elle a commencé à monter très fort, il y avait quelqu'un qui a mis ses chiffres. Non, mais en fait, ce qui se passe sur un dossier comme Alcatel, c'est le cas typique qu'on vous exposait tout à l'heure. Là, on a certains catalyseurs à un moment donné sur un dossier. La surperformance, ça s'est fait avec on parlait tout à l'heure de changement de management, des éléments particuliers sur un dossier qui peuvent être un catalyseur. À Alcatel, il y a eu un changement au niveau de la direction financière notamment. Et il y a eu un certain nombre il y a notamment des sessions d'évoquer, mais il y a eu toute une réorganisation dans les pôles d'activité. Là, ça peut être des catalyseurs qui, à un moment donné, peuvent nous donner envie de regarder le dossier différemment. Nous, ça n'a pas été le cas parce qu'à notre sens, pour l'instant, ce n'était pas des catalyseurs suffisants. On cherchait des catalyseurs au niveau de l'activité, alors que là, on n'est pas sur l'activité en tant que telle. On est sur de la coupe d'activité ou de la réorganisation et encore les rumeurs qu'on avait il y a quelques jours. Ça peut être, effectivement, ce type d'événement peut être un moyen de regarder le dossier. Là, en l'occurrence, pour nous, ça n'a pas été le cas. Ça restait trop volatile par rapport à une activité réelle. Donc, on l'a effectivement laissé de côté. Ça a été une surperformance. Mais clairement, quand on a une approche comme ça, il y a des dossiers, on passera à côté. Maintenant, on fait aussi le choix parfois de les passer à côté de certains dossiers quand, à notre sens, on ne va pas maîtriser la façon dont le titre va avancer. Parce que vous avez déjà eu des pics comme ça sur Alcatel il y a 1 an et demi, et ça s'est redégonflé très rapidement sans plus d'événements supplémentaires. Donc, sur effectivement une gestion, on ne l'a pas travaillé. Ça peut être travaillé dans le cadre du conseil, parce que vous rentrez, vous ressortez beaucoup plus vite un dossier. Je veux savoir comment on peut suivre votre portefeuille sur 1 an, 3 ans, 5 ans. Suivre les performances. Et est-ce que vous publiez les performances du portefeuille sur votre site ou... Alors, on gère des portefeuilles privés et pas des OPCVM. Donc, nos clients font des apports, font des retraits, sont en profil dynamique puis en profil équilibré. Enfin, ils peuvent changer de profil. Donc, globalement, on n'a pas de publication. Enfin, si on voulait publier des performances, il faudrait les faire analyser par un expert comptable. Ça coûte un peu, bref. Donc, on n'a pas le droit de les publier. L'AMF nous interdit de publier nos performances. Pour autant, quand on regarde un ensemble de portefeuilles qui n'ont pas de contraintes du style « ne me vendez pas mes airs liquides, je les adore », ne me vendez pas telle valeur parce que j'ai trop de plus-value, qui ne font pas d'apport retrait significatif et qui ne changent pas de profil. Depuis 2005,
Les indices sont à 5-10% de hausse sur le CAC, peut-être même pas entre 0 et 10%. Plutôt entre 0 et 5 depuis 2005. Nous, nos portefeuilles qui acceptent de prendre du risque, donc les flexibles et dynamiques, tout frais payés, sont plutôt aux alentours de 40% de hausse. Donc clairement, dans la durée, on a fait la différence. Donc ça passe avec des années type 2008, catastrophique, puisque c'est moins 45 sur les indices, où on a largement atténué la baisse. D'abord, on avait des dossiers qui étaient qui a amorti le choc. Puis surtout, on avait bien baissé les pondérations. Des années comme 2010, où le CAC est négatif, on termine positif. 2009, une recovery forte. On n'était pas très investi en actions. Le marché fait 23. Mais comme on avait des obligations qui ont bien performé aussi, parce qu'on ne fait pas que des actions, on fait aussi des obligations, on a réussi à servir à peu près à nos clients la performance de l'indice en prenant beaucoup moins de risques. Il a terminé aux alentours de 20 ou 30. Voilà, et puis de temps en temps on est en retard, il faut être honnête. 2012 on était en retard parce que leur démarrage de l'été sur les financières qu'on n'avait plus du tout en portefeuille, au départ on croit que c'est un feu de paille et qu'à force de faire tourner nos modèles, et nos modèles nous disaient non, c'est dur, les investisseurs sont en train de changer d'avis sur le dossier. Et en septembre, quand on a commencé à revenir dessus, on avait loupé une grande jambe de hausse pendant l'été qui avait été rapide. Et à la fin de l'année, c'était difficile de rendre la performance de l'indice. Mais globalement, dans la durée, on arrive à faire mieux. Mais c'est pas... Et surtout, oui, c'est que globalement, tout ça se fait avec des portefeuilles qui ont un comportement sur la durée et année après année moins volatile que les indices. Parce que quand vous regardez le CAC 40, c'est des fois sportif. C'était l'an dernier, vous arriviez en juin, en performance à 0, parce que premier trimestre, plus 10, plus 12, deuxième trimestre, 0. Ça fait quand même des variations fortes sur les portefeuilles. Donc nous, l'idée, c'est aussi de prendre soin du cœur de nos clients. Non, mais voilà. C'est important. Je veux dire, c'est important, quoi. Vous nous déléguez la gestion, donc nous, c'est un acte de confiance qui est fort. Oui, on doit chercher la performance, mais c'est pas du risque tout, c'est pas du chamboule tout, c'est pas du casino, quoi. Il y a une stratégie. Oui, il faut qu'on fasse de la performance. Oui, on va prendre du risque. Il y a des moments où on en prendra plus, des moments où on en prendra moins. Mais tout ça en ayant quand même en tête que le patrimoine financier que vous nous confiez, c'est le fruit d'une histoire. Et puis il y a forcément toujours un projet derrière, et que ça. À minima, ça mérite qu'on y fasse attention. Alors, normalement, ça devrait remonter, sauf qu'elle en a ouvert un, et ça, généralement, c'est pas très bon signe, quoi. Donc, typiquement, dans les analyses statistiques qu'on a, on sait qu'un dossier qui ouvre un gap, donc un gap, c'est quand un dossier clôture à 100, et le lendemain, il réouvre à 102. Et il clôture entre 100 et 102, il n'y a pas de cotation. Ou alors il clôture à 100, il réouvre à 95, et entre 100 et 95, il n'y a pas de cotation. Donc ça, c'est un gap. Donc statistiquement, ce qu'on a regardé, c'est que quand un dossier ouvre un gap à la hausse ou ouvre un gap à la baisse, s'il ouvre un gap à la hausse, c'est un très bon signal, et sur les 6 mois d'après, dans la grande majorité des cas, il a tendance à surperformer l'indice. Et inversement, un dossier qui ouvre un gap à la baisse, il peut venir combler une partie dessus, mais sur 6 mois, généralement, il est, dans une très grande majorité des cas, une performance plus mauvaise que l'indice. Donc c'est pour ça que on a commencé à bosser aujourd'hui dessus, et il faut aller regarder dans le discours du dirigeant qu'est-ce qu'on doit revoir sur nos hypothèses, ou manifestement nos hypothèses de croissance de chiffre d'affaires à 13. On aura peut-être 13, mais pas sur un an. Il faudra il faudra peut-être attendre 18 mois. Donc est-ce que... À voir. Il faudra on a commencé, on n'a pas terminé, mais oui. Inversement, un coup de Trafalgar, dommage, ça arrive. Mais c'est une ligne dans le portefeuille. Monsieur parlait de SEB, on l'a pas montré, mais heureusement, on a aussi des trucs comme ça, quoi. Je pense qu'on va être à peu près une dernière question. Et... Dans le stock picking, est-ce que vous battez sur plusieurs conseils ou seulement sur BNP Paribas ? Sur plusieurs. On a Donc d'abord, on a, vous l'aurez compris, pas mal de recherches en interne.
Et donc, oui, on a des... Je veux dire que votre principal conseiller... Enfin, Non, notre principal conseiller, c'est nous. On fait notre recherche. On fait notre recherche. Donc on s'aide de ce qui se fait sur le marché. Donc on travaille avec Société Générale, on travaille avec Exane, on travaille avec Aurel, on travaille avec CMCIC, on travaille avec... Voilà. On a accès à la recherche de Citigroup, de JP Morgan, de Berenberg, enfin bref. On a accès à pas mal de recherches. Et à la fin, on se fait notre opinion. Et on ne suit pas le consensus. C'est-à-dire qu'on sait dépasser le consensus. Vous avez un nombre d'actions que vous suivez ou vous cherchez où ça bouge, quoi? On est des hommes, donc globalement, comme tout le monde, on utilise 5% de notre cerveau, ce qui somme toute... Et donc, notre univers n'est pas fixe. On regarde... Non, mais après, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. On a un filtre quantitatif qui, à un moment donné... On a des filtres qui nous permettent, à un moment donné, de ressortir des valeurs qu'on n'aurait pas forcément été chercher tout seul. Et à partir du moment où ces valeurs ressortent, ben c'est là où on va aller creuser beaucoup plus le dossier et voir s'il y a matière à ou non. Voilà. Il y a des valeurs françaises, donc ça, l'information arrive facilement jusque nous. Des valeurs européennes, ça arrive un peu moins facilement, mais pour autant, regardez, vous voulez, un dossier comme Grifols, je pense, c'est pas tellement connu. Voilà, c'est une valeur de l'IBEX 35 qui est dans le plasma, donc c'est la partie protéine du sang. Celle-là, elle sort dans nos filtres. Où on détecte un dossier qui a une croissance forte sur un marché en croissance forte. Donc voilà, un dossier qui est capable d'enchaîner des séquences de croissance de chiffre d'affaires plus fortes que son secteur et plus fortes que le marché, des niveaux de valeur. Enfin bref, donc voilà, ça sort là. Donc après, on va creuser et au bout d'un moment, on se dit bon, d'accord, ça peut avoir du sens. Des dossiers comme, je sais pas, voilà, EADS, oui, d'accord, elle fait partie du CAC, mais pour autant, il faut la voir, quoi. Je veux dire, c'est quand même la meilleure perf de l'année. Donc il y a des choses qui paraissent évidentes, d'autres un peu moins. Donc après, voilà, AGA, c'est des dossiers qu'on avait détectés avec, pareil, nos outils d'analyse interne. Mais après, la recherche fondamentale, on s'appuyait sur Exane et sur d'autres. Voilà. Et puis après, il y a des moments où, typiquement, les dossiers Air France et Peugeot, si vous vous contentez de lire ne serait-ce que la recherche de tout ce que les analystes produisent, vous n'y allez jamais. Parce que de toute façon, ils vont commencer à être haussiers quand le marché sera reparti. Et donc, les dossiers vont baisser. Eux, ils vont accompagner la baisse et vous diront quand ça vaut 6, objectif 8, quand ça vaut 5, objectif 7, quand ça vaut 4, objectif 6. Mais ils vont réviser. Et quand elle va redémarrer, c'est seulement quand elle sera à 8 que l'objectif 6, ils vont se dire, ah bah oui, tiens, je ne peux plus laisser là. Donc, à minima, je me remets à 8 avec une ou deux excuses, voire je me remets à 9. Et ils vous donnent un objectif qui est tout juste devant vous et que vous dépassez en 2 temps, 3 mouvements. Donc ça, là-dessus, vous êtes obligé de dépasser ce qui est écrit par les analystes. Enfin, vous êtes obligé de lire ce qu'ils disent et de dépasser leurs conclusions parce qu'ils ont eux-mêmes des contraintes. Ils ne peuvent pas publier tous les jours parce qu'ils en suivent plein. Ils sont soumis à des règles de la maison mère qui leur dit Enfin bref. Donc, je me charge de faire une opinion sur l'ensemble de ce que vous battez, quoi, si vous voulez. Si vous avez une vue très large, c'est plus intéressant. On a une vue large. Au départ, on part avec une vue large, on filtre et on se concentre sur certains dossiers. Et l'univers qu'on a, il est mobile. Oui, mais vous triez parmi... Oui, on trie sur un univers large. On trie sur un univers large. Parce qu'il y a quand même des gens qui, comme vous, qui privilégient à la maison mère ou qui privilégient Non, on vous montrer l'analyse. On fait du fondamental, du quantitatif. Enfin, on essaye de... C'était une question, simplement. Merci de votre attention. Voilà, merci à tous et bon week-end.